Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans la troisième vidéo d'une série qui vous décrypte du X pour mieux le rendre clair. Le X, c'est évidemment la réinterprétation des X-Men par Jonathan Hickman, par Pepe Larraz, par Hervé Silva et par Malte Gracia. Aujourd'hui, on analyse l'équivalent du deuxième mensuel sorti en VF ce mois-ci qui contient les chapitres 3, 4 et 5, House of X numéro 2, Powers of Ten numéro 2 et numéro 3. Des révélations comme si on était chez Mediapart, de la symbolique religieuse comme si on était au catéchisme, mais rassurez-vous, je vais rester habillé, du Wolverine bien tranchant comme si on était dans Top Chef. Donc installez-vous confortablement, comme je le dis tout le temps au professeur Xavier, t'inquiète pas, tout roule et tout de suite c'est parti. Un petit mot sur la précédente vidéo avant de commencer, puisque vous m'avez fait remonter quelques erreurs et imprécisions de ma part dans les commentaires et je vous lis et je vous réponds absolument à tous. Donc merci Mathieu qui m'a fait remarquer que ce n'était évidemment pas Mystique, mais Nightcrawler, Diablo que l'on voyait planter la fleur de Krakoa sur la lune. J'ai vu le fils, j'ai pensé à la mère. Un grand merci à un autre Mathieu qui m'a fait réaliser que je trouvais cette case tellement belle que je voulais absolument que ce soit Karima Chapandar alors qu'il s'agit d'une simple employée d'Orkis. Donc n'hésitez pas, si vous relevez quelque chose que je n'approfondis pas forcément, si vous relevez une imprécision, une erreur, à le signaler dans les commentaires. L'espace est fait pour ça, réagir aussi, et même si vous ne vous appelez pas Mathieu. C'est une évidence, mais ça va spoiler sévère, alors on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet de ces chapitres 3, 4 et 5 d'Oxpox, ces deux séries qui tournent autour d'une même intrigue qui s'étend sur 1000 ans avec House of X qui se déroule dans le présent et qui montre donc le nouveau statu quo des mutants, tous invités par Xavier à venir vivre dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur sur Krakoa, et Powers of Ten qui présente le passé de Xavier et un futur à 100 et à 1000 ans où une alliance homme-machine est en guerre contre les quelques milliers de mutants rescapés. Aujourd'hui, le personnage central de l'histoire, c'est Moira MacTaggert, qui est entièrement réinventée. À la base, c'est donc une humaine qui a toujours été aux côtés des mutants, au point d'incarner l'idéal de coexistence pacifique entre les deux entités. Et bien là, Moira, en fait, on apprend que ça a toujours été une mutante. Et son pouvoir, elle a inventé le Die and Retry, la meuf. Dark Moira Soul, the Super Meat Girl, The Binding of Moira. Elle a le pouvoir, à chaque fois qu'elle meurt, de réapparaître in utero, dotée de toute la conscience de sa vie précédente. C'est une révolution tranquille et puissante du personnage, puisque vous allez voir que Hickman a su lui faire exploiter au mieux ce pouvoir qui est moins sensationnel que de lancer des rayons optiques avec les yeux ou de pouvoir faire la pluie et le beau temps, mais il a également su lui imposer des limites. Hickman donc présente les 10 vies de Moira, et ce qui me fascine, c'est qu'il a su rester fidèle aux multiples itérations du personnage à travers les années. On la voit par exemple très souvent dans un pub, alors vous allez me dire oui, mais elle est écossaise, c'est pas faux, mais on se souvient des Excalibur, donc de Warren Ellis, de Mike Wieringo et de David Williams, dans lesquels on apprenait par exemple qu'elle se bourrait déjà la gueule à l'âge de 13 ans. Vous allez voir que c'est un checkpoint dans ces 10 vies que détaille justement plus précisément une multifreeze, et oui, si on la regarde de trop près, on va forcément trouver des petites incohérences, à des écarts temporels trop ou pas assez importants, mais n'oubliez pas, vous aurez beau me dire que vous avez vu l'amour dans les yeux de cette mouche, ça changera pas grand chose quand on vous surprendra en train d'essayer d'y faire le cul, vous aurez toujours l'air de quelqu'un de chelou. 10 vies donc, et on comprend que House of X se déroule au cours de la 10e, et quand on voit dans la frise des éléments de biographie inédits jusqu'ici, comme le mariage avec Joseph MacTaggert, la naissance de Proteus ou encore le génocide Genosha, eh bien il y a fort à parier qu'il s'agit de la Moira de la continuité Marvel mainstream, ce qu'on appelait avant l'univers 616, un peu retouché parce que oui, vous allez me dire qu'elle est morte dans le X-Men numéro 108, c'était en 2001 après une attaque de Mystique qui avait créé une nouvelle souche du virus Legacy qui, au lieu de n'infecter comme à la base que les mutants et Moira, ça c'est bizarre, mais maintenant on comprend mieux, et bien elle est désormais l'infecter que les humains. Sauf que cette mort n'a jamais eu lieu. C'était en fait un golem de la race extraterrestre des Shi'ar qui avait pris sa place. C'est ce qu'on appelle une retcon de sa mère. C'est peut-être un petit peu dur à avaler pour certains parce que le professeur Xavier déjà était quasiment mort pour aller essayer de la chercher sous forme astrale. Il essaie aussi de la soulever apparemment. Mais elle lui avait dit à la revoyure, donc ça passe. Ensuite on l'avait quand même aussi vu plusieurs fois sous sa forme ectoplasmique avec Gwen Stacy dans X-Statix ou encore dans
dans Chaos War, comme on va le voir un petit peu plus tard. Moira mutante, c'est une onde de choc, car elle a bien évolué, Moira, hein, le personnage créé par Chris Claremont, Dave Cockrum en 1975 dans le Uncanny X-Men numéro 96, où elle se fait passer pour la gouvernante de l'école Xavier, qu'elle a en fait aidé à fonder. Et on comprend bien que sa vie va être en jeu rien qu'au teasing cryptique de la fin du chapitre précédent. Hein, c'est pas présent dans la VF, mais ça rappelle le titre des classiques littéraires et cinématographiques du genre. Il y a marqué The Curious Case of Moira X, donc l'étrange histoire de Moira X, un petit peu comme le titre du film sur Benjamin Button, un né testicule et mort nouveau-né, ou encore le titre du chapitre qui s'intitule The Uncanny Life of Moira X, comme dans The Strange Life of Ivan Osokin par Piotr Uspensky, qui c'est un écrivain russe qui s'empare du concept philosophique du retour éternel, de l'aspect cyclique de la vie, et le protagoniste va revivre sans cesse le même jour sans parvenir à changer quoi que ce soit. Hickman a d'ailleurs été un tout petit peu sous le feu des critiques de la romancière Claire North, qui l'accusait d'avoir plagié son idée lue dans les 15 premières vies de Harry August. Hickman reconnaît avoir lu le livre, il en reconnaît la qualité littéraire, mais il nie le plagiat en invoquant des différences. Puis il y a aussi eu les films Edge of Tomorrow, adaptés du manga All You Need Is Kill, ou encore Un jour sans fin, Groundhog Day en anglais, et d'ailleurs ça on peut le voir marqué sur la carte des Happy Hours, derrière Moira, un hommage direct. On y voit aussi un ruban de Mobius par l'artiste mathématicien Escher, c'est-à-dire une surface fermée que l'on peut parcourir à l'infini. C'est parfaitement dans le thème, puisque voyant justement le cheminement spirituel parcouru par Moira au cours de ses nombreuses vies et les expériences qui l'ont conduite à faire de Xavier un hippie qui ressemble à l'avant d'une Toyota Aygo, radicalisé comme jamais. La première vie, c'est la plus classique, la plus heureuse aussi. Donc elle naît, elle grandit, poussée de fièvre à 13 ans, elle se marie, elle fait des enfants, elle meurt, et on perd l'aspect cheftaine de clan de Moira, qui est écossaise, mais on garde quand même les traditions. C'est dans sa deuxième vie qu'elle réalise qu'elle est une mutante, forcément, grâce à Xavier notamment, qu'elle a côtoyé de loin à Oxford. Ça colle justement avec le canon qui est établi par Chris Claremont. Là, elle le voit à la télé dans une scène reprise des New X-Men de Grant Morrison. C'est certes une période où les actions de Xavier étaient dictées par sa jumelle maléfique avec laquelle il a jouté dans l'utérus. Il y en a qui savent s'amuser dès la plus petite enfance. Elle veut aller échanger avec lui et paf, destination finale, game over. Dans l'avion, elle meurt et new game. Et sa troisième vie est marquée, par le rejet de Xavier, bizarrement, qu'elle trouve trop arrogant, qu'elle trouve qui a un complexe divin, et aussi elle trouve que sa condition est plus une malédiction qu'autre chose, et on peut tout à fait la comprendre. Ça va donc la pousser à trouver un remède contre le gène mutant, 2, une adversaire de taille, puisqu'elle se place donc sur le radar de la mutante destinée. C'est un rapprochement qui est super intéressant, puisque Moira, ça vient du grec ancien Moirai, les moires, donc ou les 3 divinités du destin qui tissent celui des hommes, tantôt observatrices, tantôt proactives selon les légendes, et ça colle très très bien avec ce changement de notre Moira qui pourrait s'apparenter à une observatrice au sens quantique du terme. Moira qui rencontre donc Destinée, la mutante précognitive qui en gros peut voir le futur, mais qui a du mal à cerner Moira, vu la nature de son pouvoir, un pouvoir qui a ses limites. Et ça lui apprend, premièrement parce que Destinée lui dit qu'elle ne peut avoir que 10 vies, 11 au maximum, et on verra si elle fait le bon choix pour débloquer la 11e vie. Et deuxièmement, si elle venait à mourir avant que son pouvoir mutant ne se manifeste, à 13 ans, et bien alors elle ne reviendrait pas, comme quand ta sauvegarde disparaît sans crier gare après 150 heures de Skyrim. Destinée fait alors partie de la confrérie des mauvais mutants. Elle lui explique que ce genre de sérum anti-gène mutant, même s'il est pensé avec le plus de bienveillance, comme c'est le cas avec on laissera le choix aux gens de le prendre ou non, eh bien ça finit toujours par servir de mauvaises intentions. Donc si elle refait un truc comme ça, maintenant qu'elles sont connectées un petit peu, eh bien elle arrivera à le savoir et elle veillera à ce qu'elle meure. Et comme elle est sympa, elle demande à Pyro de lui donner une petite leçon en mode Alicia Keys. This girl is on fire. This girl is on fire. Donc une destinée puissamment en charge que Pyro appelle d'ailleurs mère, ce qui est assez inhabituel et un rapprochement d'autant plus intéressant quand on se souvient que pendant les Chaos Wars, où Moira était revenue d'entre les morts, on avait appris que le corps un temps ressuscité de Moira était habité par Destiny. Bredouille, elle consacre donc toujours sa 4e vie à la génétique évidemment, mais à l'évolution puisque elle va appréhender le dilemme mutant-humain, donc cette situation qui exige de faire un choix entre 2 options aussi peu satisfaisantes l'une que l'autre, et on retrouve la phrase qui a servi à teaser le retour de Hickman, voire la première vidéo, quand 2 espèces agressives partagent le même environnement.
l'évolution demande soit de s'adapter, soit de dominer. Ce qui serait, selon les spécialistes de l'évolution, une version un petit peu caricaturale de celle-ci, mais là c'est pas grave, dans cette vie, elle embrasse l'idéal de Xavier, elle embrasse Xavier aussi, si on en juge les images, et on pourrait croire que cette timeline est la principale. Les années dorées, c'est l'âge d'argent débuté par Lee et Kirby. La période de haine et de peur, c'est le début du run de Claremont. Les 5 Phoenix d'Avengers versus X-Men pour ce qui est de la décennie perdue. Peut-être la décennie où les X-Men se sont un petit peu égarés, on ne sait pas. Et la fin, massacrée par les Sentinelles, qui fait très Days of the Future Past. Pour sa 5e vie, elle ne perd pas une seule seconde. Elle fonce voir Xavier alors qu'elle n'a que 13 ans, à croire qu'elle n'a pas de parents, cette gamine. Elle lui montre tous les essais précédents, ça le radicalise au point de construire toute une ville à l'écart de l'homme, rassemblant tous les mutants, donc un petit peu comme Krakoa, sans le délire, on vous file des smecta et vous nous laissez tranquilles avec les humains. Sauf que les sentinelles viennent tout de même les chercher jusque là-bas, game over. On ne sait rien de la vie numéro 6, mais il a dû se passer un truc d'assez grave pour que Moira se radicalise, puisque la 7 est clairement le début d'une sauvegarde de Hitman, ça rappelle d'ailleurs sa toute première apparition, quand elle vidait des chargeurs de M16 dès son arrivée au manoir, puisque Moira là va rejoindre l'armée britannique, disparaître et réapparaître en tuant tous les Trask, donc ceux qui sont responsables de la création des Sentinelles, certains bien connus comme Bolivar Trask, l'inventeur des Sentinelles et donc d'un des concepts centraux non seulement de X-Men mais aussi de Hoxpox, dans lequel on jauge de la supériorité des hommes, des machines, partenaires au sein d'une alliance qui semble aussi foireuse que quand Trask s'était fait mettre à l'amende par la Sentinelle qu'il avait lui-même créée lors de sa toute première apparition, et des mutants. Donald Trask, le neveu de Bolivar, c'est un pauvre bougre qui a été traîné dans cette histoire par Cassandra Nova dans les New X-Men de Morrison et de Quitely, afin qu'il lui file son ADN pour qu'elle puisse contrôler les Wild Sentinels, donc créés par le gouvernement américain pour être des sentinelles entièrement autonomes, capables de se réparer et de construire d'autres sentinelles avec tout ce qui leur passe sous la main. Elle tue aussi Simon Trask, le frère de Bolivar, fondateur du groupe anti-mutant Human Last Stand, et une toute nouvelle personne, Gwyneth, inédite, alors que le fils de Bolivar, Larry, qui est aussi un mutant, demeure absent du tableau de chasse de Moira. Problème, après ce nettoyage généalogique, elle comprend qu'en réalité la création de l'intelligence artificielle est inéluctable et que ça mène toujours à des sentinelles. Donc j'ose espérer qu'avant de mourir, elle ait au moins eu le sentiment d'avoir contribué à créer des sentinelles 100 fois plus belles que celles qui nous sont proposées par les graphistes de Trask. Regardez-moi cette beauté. Bangs, retrouver Magneto qui vit dans le repère de vilain le plus claqué de l'âge d'argent. Et malgré tout, Pepe Larraz arrive à le rendre magnifique. C'est l'île perdue dans le triangle des Bermudes que Magneto est supposé avoir sorti du fond de l'océan grâce à ses pouvoirs, et aussi le théâtre de la tentative de Marvel de verser dans le Lovecraft et les grands anciens avec le monstre Quogoth. Et dans un autre genre, on remarque l'hommage à la couverture de Tintin et l'île Noire dans cette case, c'est parfait. Donc Magneto contrôle l'Amérique pendant 7 ans, crée la Maison M en hommage à l'histoire classique de Bendis, puis il est battu par les autres héros pendant la guerre de M, et Moira meurt en tentant d'échapper à ses geôliers. Donc vous voyez, on glisse subtilement, et c'est même matérialisé dans le dessin via l'inclinaison des cases idéales de Moira qu'elle tente de partager avec Xavier vers son acceptation de la nécessité d'un mal, d'abord en mode tueuse à gages, puis avec Magneto, et là, désespérée au point de tenter l'approche d'Apocalypse et de son concept de la survie du plus fort. Elle semble un petit peu modifiée, on dirait qu'elle a reçu des pouvoirs, comme Apocalypse a pu en doter Sinister à l'époque. Ils éliminent Xavier, ils éliminent Magneto, pas le temps de niaiser, et ils fondent une équipe de X-Men. Bon, on voit pas la fin de cette lignée temporelle dans House of X numéro 2, mais on comble l'espace entre ces deux, et le début de sa 10e vie dans Powers of 10 numéro 2 et numéro 3, et donc dans le futur à 100 ans, X2 découvert dans Powers of 10 numéro 1, qui sert de cadre à un vol de données, qui est l'enjeu essentiel d'Hoxpox pour le moment. On comprend donc que Nemrod s'est fait voler comme l'outil qui permettrait à Apocalypse et son équipe de retrouver dans la multitude, dans l'infinité de données stockées dans les archives des machines, le moment précis où Nemrod est mis en ligne, et ça il le déchiffre grâce à Silverbarb, qui n'est absolument pas un Black Tom Cassidy, comme je le disais dans la vidéo précédente, mais simplement Cypher qui a fusionné avec Krakoa, et donc le mutant capable de parler tous les langages, déjà fusionné un petit peu avec Warlock, le Phalanx, et ces extraterrestres vont jouer un sacré rôle dans le futur de Pox, on va voir. On apprend au passage que Wolverine, Xorn sont les originaux, Magneto est en réalité une chimère de seconde génération de Sinister, donc un cocktail entre la fille de Magneto, Polaris, et Emma Frost. Tiens, le fait qu'Apocalypse dirige la résistance est fascinant, je trouve. Lui qui n'est intéressé que par la survie du plus fort aurait dû rejoindre l'alliance homme-machine qui a su mater les mutants, et non se cantonner comme un zadiste sur l'astéroïde K en faisant un Ocean 11-4. Ça veut sûrement dire qu'il n'a pas fait que transformer Moira, mais qu'elle l'a un petit peu aussi
partie transformé, hein, il garde ses vieux schémas et le besoin d'avoir son crew quand il appelle Wolverine guerre, gardant la sémantique de ses cavaliers de l'Apocalypse. Wolverine avait d'ailleurs déjà été la mort dans la saga Les 12. Et donc on découvre un petit peu plus de la culture transhumaniste du futur X2, on l'aborde via la croyance et les références à la religion, les références bibliques sont nombreuses dans Hoxpox pour l'instant. Une partie de l'équipe fait diversion en attaquant l'église de l'ascendance. Et ça devient très clair que l'alliance humain-machine n'est qu'une entourloupe destinée à masquer la suprématie de la machine sur l'humain. On l'avait compris déjà quand les deux soldats venus rapporter à Nemrod le vol de la machine à indexer ont été un petit peu trop insolents et ils se sont fait vaporiser dans une scène qui rappelle celle où Dr Manhattan tue Rorschach. Il continue d'expliquer l'intrigue au crâne de ces pauvres types dans une scène théâtrale à la Hamlet. D'ailleurs, en matière de références littéraires et de relations inégales, si vous vous demandez quel est le genre de baptême post-cyberpunk dans lequel on infecte un bébé d'un technovirus qui lui permettra de devenir le croisement entre un humain et une Xbox Series X, eh bien, c'est tout simplement le culte du mépris de l'humanité qui veut que l'homme embrasse son statut de serviteur de la machine, quitte à muter, prouvant qu'ils sont plus ouverts à la mutation robotique transhumaniste qu'à la mutation génétique plus naturelle, qui est le fruit des hérétiques, manipulateurs génétiques et libres penseurs. Le prêtre résume tout ça en parodiant Satan dans le poème Paradis perdu de John Milton, le fameux « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis », qui se transforme ici en « plutôt servir au paradis que de régner dans l'enfer humain ». Et que donne ce genre de doctrine sur le long terme, supposer que X2 et X3 soient la même ligne temporelle, eh bien qu'est-ce que ce paradis promis? Un paradis qui repose sur le même principe que celui proposé par Xavier à l'ensemble des mutants à Krakoa, l'unité. L'union même, car celui de l'Alliance repose en partie sur le concept réel d'un astrologue russe, l'échelle de Kardashev, et comment on la grimpe. Alors en gros, même si on ne connaît qu'une seule civilisation, la nôtre, eh bien, Kardashev a développé une méthode permettant un classement entre les civilisations hypothétiques. Le type se faisait déjà des tier lists avant YouTube, c'était dans le turfu. Et c'est pas glorieux pour nous, puisque l'unité d'intelligence d'espèce est mesurée selon la façon dont elle est capable de collecter et exploiter les ressources de son environnement. Une civilisation de type 1 aura donc su utiliser l'ensemble des ressources disponibles sur sa planète, et on en est loin. Une société de type 2, l'ensemble des ressources de son système solaire, et le type 3, c'est carrément l'ensemble des ressources de sa galaxie. Et c'est là qu'Hickman vient mélanger tout ça avec ses propres archétypes de civilisation, reposant sur la mise en commun. Ça commence avec les machines, donc le symbole du docteur Manhattan, qui n'est autre que celui de l'hydrogène, ça représente l'esprit raisonné d'un seul individu, puis une ruche qui réunit 10 machines, mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est entre 100 et 10 000 machines fusionnées en un seul intellect ayant conscience de servir un but collectif, ça c'est une intelligence. Et à partir de 10 000, on part encore sur un autre délire dont vont raffoler les amateurs de jeux qui finissent en IO, puisque Hickman vient renverser un concept inventé par Scott Lobdell, par Fabian Nicieza, celui des phalanx et des technarques, à savoir des aliens cybernétiques capables de convertir de la matière organique en matière non organique pour mieux l'assimiler. Alors à la base, les technarques sont les plus puissants, les phalanx sont vus plutôt comme des rejetons. Or ici, Hickman les déclare civilisation de type 3, dominant les technarques qui sont créés selon des conditions bien particulières et envoyés comme les éclaireurs pour juger du potentiel d'une civilisation d'être absorbée ou non, et donc préparer le terrain. En gros, ce sont les laquais des phalanx qui règnent en maître sur l'échelle d'Hickman et se nourrissent d'autres civilisations pour permettre la croissance de leur intelligence à moindre coût énergétique. Entre les deux, on retrouve les esprits-mondes, donc civilisation de type 2, qui représente une planète dont l'ensemble des individus a été converti en un seul intellect. Alors quel est le but de tout ça, mis à part de nous rappeler que Jonathan Hickman rime avec Doliprane? Eh bien, le but de Nemdron et de l'archiviste, c'est de tout faire pour rentrer sur le radar des phalanx. Sauf que même au 31e siècle, eh bien, on ne les intéresse pas normalement. Donc une civilisation de ce type n'est censée attirer que des prédateurs universels. Je pense qu'il parle de Galactus, ce qui est déjà pas rien. Sauf que pour remédier à ça, eh bien, les post-humains du 31e siècle ont créé un appât et mis en commun à la manière de l'intelligence suprême Kree les 100 plus grandes intelligences de leur planète au sein d'une super intelligence nommée Nimbus, lancée en orbite pour évoluer pépère en se nourrissant des matériaux nécessaires sur la route. Tout ça dans le but de grossir et d'attirer un technarque, puis un phalanx, et d'être jugé par eux comme dans The Voice. Soit ils te veulent dans leur team et ils sont OK pour t'assimiler, et le processus dit d'ascension peut commencer.
encore un terme qui possède d'ailleurs un fort écho religieux, soit il juge la civilisation indigne d'être absorbée et il l'infecte d'un technovirus via une antenne de Babel, qui rappelle ce mythe biblique là aussi, de la tour de Babel, quand les hommes ont perdu le langage commun et cessé de se comprendre, et ça va avoir le même effet, à savoir les déliter complètement. Et justement, les phalanx débarquent et on est laissé en gros suspense pour savoir s'ils se retournent ou pas. Moralité, méfiez-vous des doctrines extrémistes et des paradis que l'on vous promet, ce qui nous ramène justement à notre prêtre, et au casse que préparent les mutants sols survivants, à une équipe qui fait distraction à l'église de l'ascendance, tandis qu'une autre s'infiltre dans les serveurs pour trouver la donnée vitale, le moment où Nemrod est mis en ligne pour la première fois pour le ramener au tout dernier mutant non dévoilé. Moira qui a été plongée dans un sommeil artificiel, pépère dans un sarcophage, et elle a été d'ailleurs customisée pour pouvoir assimiler ces données très rapidement. Et si Moira a des ports USB, alors on peut imaginer que l'intégralité des pages de données qu'Hickman intercale sont lues à travers le système d'exploitation de machine Moira. Ce monde de Moira 9 est dans un piteux état qui nous permet de voir ô combien les mentalités humaines, machines et mutantes ont évolué. Les humains voient les machines comme des figures divines. On le voit quand Karima arrive dans l'église dans une posture angélique. Nemrod tabasse Apocalypse en le narguant au passage sur le principe de sélection naturelle dont il serait le laissé pour compte. Ça doit lui faire mal à l'ego. Il reste plus grand chose. Moira a eu le trophée platine de sa 9e vie et Wolverine l'achève sur les ordres du patron dans un sublime coup de griffe. Et bim, tout se met en place. X0, Moira va retrouver Xavier. Ils vont sur l'île coquillage et crustacés de Magneto. Ils le rencontrent, ils lui ouvrent l'esprit. On peut d'ailleurs voir des situations réelles, comme le procès de Magneto tiré d'X-Men 200. Et l'unité adverse est scellée. Le partenariat se met en place, signifiant que les conflits entre Magneto et Xavier qu'on a pu lire par le passé font partie de ce jeu d'alliance, même si on voit sur la frise un schisme de 5 ans. On revient à la suite directe de la continuité principale, X1, on voit Cyclope qui revient dans le rôle du parfait soldat. Xavier et Magneto l'envoient empêcher la mise en ligne de Nemrod, qui signerait selon eux la perte des mutants. Il va falloir attaquer le moule initial de Sentinelle qu'on a vu dans le numéro précédent, le marteau de Sol, mélangé avec les têtes de Sentinelle envoyées dans l'espace par Cyclope. La base de l'organisation antagoniste Orchis, Hickman réaffirme au passage que l'Hydra, qui travaille pour l'Orchis, est une organisation nazie, car ça avait été un sacré point d'achoppement de la période Secret Empire, la période Captain America, où Marvel disait qu'ils étaient seulement fachos et pas nazis, business is business pour l'Hydra, et en partie à cause des Secret Warriors d'Hickman, qui vient remettre en perspective et relier l'histoire de l'Hydra et du Shield. Là, on le perd dans la VF parce que c'est super compliqué à rendre à la traduction, mais Magneto explique que l'organisation, et il en fait un verbe, a opération paperclipper quelques agents de l'Hydra, et il fait référence aux 1500 scientifiques nazis exfiltrés et recrutés par le gouvernement américain au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au moins c'est très clair. Et Cyclope, en bon gars sûr, dit que ce qui doit être fait sera fait, ce qui nous laisse suspendus jusqu'au prochain numéro. Oh là là, quel numéro, j'arrive à ressentir la charge mentale, le poids, l'usure des années sur Moira X. C'est un pouvoir complètement terrifiant, elle va jusqu'à plus 100 ans. Imaginez si jamais la 6e vie, ça va jusqu'à X3, jusqu'à 1000 ans, ça serait complètement dingue. En parlant de dinguerie, c'est le moment de faire notre classement, notre classement des meilleurs moments de ce numéro. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voici le mien. Ma top scène, c'est clairement la confrérie des mauvais mutants versus Moira à la fin de sa 3e vie. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le personnage assez intéressant de Destiny. Je trouve que l'intensité de ce retour est complètement folle, un passage horrible tellement il est bien écrit et bien dessiné. Ma réplique préférée, c'est quand Wolverine du futur et de X2 essaye d'avertir les résistants d'Apocalypse que sans les mutants capables de les rendre invisibles aux yeux des machines, le vol des serveurs est une mission suicide, ce à quoi le nihiliste non dénué d'humour Xorn répond « Je n'ai jamais été aussi excité de toute ma vie ». Hickman sait manier l'humour, je le redis. Et mon dessin préféré, oui, je crée des catégories parce que j'ai envie de vous en parler, c'est une scène aussi horrible que ce qu'elle est joliment exécutée dans laquelle Wolverine tue Moira pour la refaire partir sur sa 10e vie. Je remercie mon poteau, Monsieur Moritoms, qui s'est chargé de toutes les animations de cette vidéo. C'est son métier, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez lui commander des animations pour votre chaîne ou pour quoi que ce soit. Je remercie mon frérot Vince pour la musique du générique. Je remercie Chris sur mon Discord à qui j'ai demandé une leçon de grec antique en express pour la prononciation de Moirai, il faut le dire avec comme si on te pinçait les couilles sur le Moi, Moirai.
Merci à vous d'avoir regardé, merci pour votre soutien, vos pouces bleus, vos tweets, vos retweets, vos partages sur Instagram et partout ailleurs. Hein, ça donne de la force à la chaîne. Vous êtes nombreux, plus nombreux que ce que je croyais à regarder ce format et à l'apprécier si j'en juge vos commentaires. Merci du fond du cœur. Le planning est un petit peu décalé, du coup on se donne rendez-vous dans un mois hein, pour l'analyse du chapitre 3 sur 4 hein, de Hoxpox en VF, un programme de fou puisqu'il y aura les chapitres 3, 4 et 5 de House of X et le chapitre 4 de Powers of Ten. D'ici là, hein, lisez, lisez, soyez heureux et à bientôt. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Oh.